même. Il va exploser en plein vol et ensuite on va ramasser les... Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Amiri, journaliste et consultant en communication, Oumar Ba, politologue, et Loza Selachié, analyste politique. Nous parlions donc de la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition en République démocratique du Congo. Mohamed Amiri, vous vous interrogiez si l'opposition va pouvoir maintenir ce soutien à Martin Fayoulou. On peut même soupçonner l'opposition de l'utiliser comme un fusible qui va exploser en plein vol et ensuite on tirera les conséquences et peut-être qu'on se présentera soit à 7 ou soit qu'on redessinera en tout cas la carte de l'opposition. Mais en tout cas, nul n'est à l'abri et les semaines qui viennent vont probablement nous annoncer ça ou pas. Voilà. Oumar Ba. Je suis tout à fait d'accord avec lui. À défaut de faire du bricolage, il ne peut pas avoir un programme consensuel majeur pertinent à l'échelle de la dimension sécuritaire, du défi économique, du défi de la paupérisation des masses, du défi de la crise, comment dirais-je, la question de l'employabilité, etc., de la jeunesse, qui est le poumon même de l'espérance du Congo. Donc ce bricolage-là ne tiendra pas. Et je vous défie, je vous demande du moins d'attendre un tout petit peu. Regardons ce qui se passe. Les états-majors politiques sont en train de parler. La rue des partis, les partisans, les militants de bonheur exigeront que leurs candidats qui ont été investis soient là et qu'ils répondent à l'appel des militants. Et à partir de ce moment-là, le consensus de Genève risque d'éclater en 42 000 morceaux. Alors justement, plusieurs cadres de l'UDPS disent ne pas reconnaître ce choix. Ils déplorent que ça ne soit pas, bien entendu, il est logique que ça ne soit pas Félix Tshisekedi qui soit désigné. Loza Selachié, alors on a parlé tout à l'heure d'un programme, mais comment mobiliser en aussi peu de temps? On est à quelques jours là seulement du scrutin du 23 décembre. Est-ce que cette candidature n'arrive pas un peu trop tard? Oui, bien sûr. Je pense qu'elle arrive non seulement trop tard, mais qu'elle n'a pas été réfléchie en amont, dans le sens où, là, nous voyons bien que même à l'intérieur des partis qui, soi-disant, sont d'accord pour soutenir cette coalition, il y a un désaccord fondamental qui ne reconnaît pas ce candidat. Donc, comment est-ce que Tshisekedi va rentrer et expliquer à ses militants qu'il est d'accord pour soutenir Fayoulou? C'est compliqué et je ne vois pas en quoi on peut établir une dynamique assez stable pour les élections. Mohamed Amiri. Moi, en fait, je me pose une question, pardonnez-moi, peut-être que je serai, non pas hors sujet, mais j'ai envie de faire éclater un petit peu le débat. Est-ce que l'Afrique, la RDC et l'Afrique plus généralement ne méritent pas mieux que ça? On est dans un pays qui est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie, avec une population comparable à celle de l'Allemagne, avec des ressources naturelles, du pétrole, du caoutchouc, de l'or, du diamant. Et on se retrouve aujourd'hui à faire des petits calculs comme ça à la petite semaine, de savoir qui va représenter l'opposition, qui va servir de fusible. On a 21 candidats quand même sur une élection à un tour. Je pense que la RDC mérite mieux et tant qu'on sera sur ces petits calculs et sur ces systèmes électoraux qui n'ont plus aucun sens, on n'avancera pas en fait. Je pense qu'il faut le dire très clairement. Et ceux qui nous écoutent ont peut-être aussi besoin et envie d'entendre peut-être un discours aussi de vérité. Vous le disiez il y a un instant, on mérite mieux et on doit se prendre en main. Mais la manière dont cette élection est en train de s'organiser, en tout cas, traduit aussi une manière très africaine de faire de la politique. Alors, à l'heure même où l'on parle, on me dit que Félix Tshisekedi aurait retiré sa signature voilà, sur la désignation de Martin Fayoulou comme candidat de l'opposition. Donc là, rebondissement, mais en réalité, voilà, est-ce qu'on ne s'y attendait pas un petit peu? Non, il n'y a pas de rebondissement. Je crois que c'est la chose la plus logique. Lorsque, vous savez, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et une femme, avec un peuple bien déterminé à un temps T de la vie de la nation par rapport à un projet de société. Or, Félix Tshisekedi, à ce que je sache, n'est pas n'importe qui du point de vue de la symbolique politique. Il a hérité de son père. Et donc, il a un legs historique, il a un ethos. Fayoulou, vous cliquez sur Internet, vous le voyez, c'est vrai, mais il n'a pas le même appareil, la même machine qui pourra le porter au pouvoir. Et politiquement, même s'il est
ne retirent pas leur candidature, leur onction légitimatrice, leur choix de Genève, il ne pourra pas gagner pour une simple raison, c'est que le report des voix ne se fera pas. Et que le parti au pouvoir peut maintenant se frotter les mains. Laissez-moi vous expliquer une chose, ça je le dis en termes d'ingénierie politique. Le parti au pouvoir peut maintenant, en ce moment-là, se frotter bien les mains et attendre pour diviser les différentes bases, les saucissonner, leur disant que, écoutez, le voici, ils les ont soudoyés là-bas, les étrangers, etc., etc. Et donc, et n'oublions pas une dernière chose, c'est que les Congolais de la RDC sont des patriotistes, des patriotiques de pur jus. Maintenant, il arrive qu'ils prennent les armes pour faire des rébellions par moment, mais lorsqu'il s'est agi, au paroxysme de la crise de la RDC, de saucissonner la RDC en plusieurs sous-États, ils ont tous refusé, y compris les rebelles qui prennent les armes contre le pouvoir central. Donc ça, c'est une leçon historique qu'il faudrait reprendre. Et c'est la raison pour laquelle je disais que c'est une faute politique d'avoir été à Genève et d'avoir voulu montrer qu'il y aurait un ancien représentant des Nations Unies qui est là, qui aujourd'hui choisit indirectement celui qui doit incarner demain la légitimité populaire de ce pays. C'est inadmissible en ce XXIe siècle. Et je crois que c'est une insulte non seulement à la RDC, je pèse bien mes mots, mais à toute l'Afrique et à la cause noire. L'OSA, c'est la Chine. Arrêtez avec ça. Donc un accord qui n'en est plus un désormais, peut-être. Oui. Je rejoins tout à fait vos propos, d'ailleurs, mais effectivement, moi je trouve ça affligeant, si vous voulez. Soit on dit qu'on fait partie d'une coalition, même si elle est stable, elle n'est pas stable, on tient jusqu'au bout, mais après on ne peut pas changer d'avis si les résultats ne nous conviennent pas. Et ensuite, je me demande ce que ça veut dire pour les élections en tant que telles. Parce que si cette coalition éclate petit à petit, et qu'en face nous avons un parti avec toute la machine d'État, tous les moyens, tout ce qu'il y a comme appareil pour les soutenir, je ne vois pas vraiment de résultats positifs en vue. Alors, quand même, Félix Tshisekedi se montrait assez heureux de cet accord, en tout cas de ce choix porté sur Martin Fayulu. Il disait techniquement, c'est la meilleure chose à faire pour maximiser nos chances. Il faut qu'on apporte maintenant ce que l'on peut à ce candidat. Donc là, j'ai envie de dire, on comprend mal, mais à la fois on comprend compte tenu de, voilà, si on suit en tout cas de très près la vie politique congolaise où tout semble possible. Bon, on l'avait anticipé dans notre débat. On l'avait anticipé dans notre débat il y a un instant, en disant que probablement dans les jours ou les semaines à venir, certains vont se désolidariser et vont le laisser finalement aller à la bataille tout seul, sans plus aucun soutien. Et vous parliez il y a un instant d'un appareil, et il faut un appareil politique effectivement fort et puissant pour aller à cette bataille des élections présidentielles, dans un pays surtout aussi stratégique en Afrique que la RDC. Aujourd'hui, on se rend compte que les premières divisions, à peine le choix effectué, commencent à apparaître. Les militants de l'UDPS ne pouvaient absolument pas suivre ce choix-là. Et n'oublions pas la logique des puissances. La RDC, c'est un État puissance, bien qu'il soit faible économiquement, stratégiquement et politiquement. Pourquoi? Parce que c'est le pays où on a le premier jugement et le plus pertinent en termes de minerais sensibles, le coltan. Et c'est le coltan qui permet de fabriquer les alliages, des fusées et même parfois de nos appareils, etc. Et donc ce qui veut dire que si on regarde un peu le profil de Fayulu, c'est vrai, il a étudié en France, mais c'est un des éléments des Américains dans une certaine mesure. Et donc de l'axe anglo-saxon. Or, les autres sont plus dans l'axe francophone. Et donc, l'axe francophone ne va jamais lâcher la RDC entre les mains de l'axe britannique, même s'ils font partie de l'OTAN. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et à partir de ce moment-là, celui qui contrôle le prochain chef de l'État sur la scène internationale contrôle un jugement économique, financier, stratégique, minier, fondamental, dont on ne connaît pas les retombées en termes de pertinence stratégique. Et c'est là où je disais tout à l'heure, de manière tendancieuse, qu'il est inadmissible de mon point de vue que nous fassions le jeu de ceux qui nous ont spoliés depuis des siècles et qu'aujourd'hui nous sommes là en train de singer l'Occident alors que nous avons suivi l'Occident depuis des siècles. On n'a jamais eu ni le développement ni la démocratie. Mohamed Amiri. C'est une immense arnaque finalement. Oui, il faut diversifier le partage. Mais vous parliez de l'axe anglo-saxon et de l'axe français. Il y a l'axe chinois dont on n'a pas parlé. Parce que les Chinois sont en train de mettre la main sur l'Afrique. On sait leur présence et leur influence dans des pays comme l'Algérie, l'Angola, le Nigeria.
Donc on peut se poser la question légitimement finalement, pour qui roule ce parti d'opposition, ou du moins cette candidature d'opposition? Il est évident qu'il y a des intérêts étrangers. Et moi, je tablerais plutôt sur des intérêts chinois, puisque je crois que la nouvelle génération en Afrique est davantage tournée vers l'Asie que vers l'Europe ou vers les États-Unis. Voilà. Loza-Selachié. Quelle que soit en fait l'influence, ça n'est pas une influence congolaise. Et c'est bien là le problème. Oui, c'est évident. En soi, pardon. Un peuple qui se revendique de l'héritage de Lumumba, à mon avis, ne peut pas laisser faire ce genre de choses. On comprend très bien pourquoi il y a cette réunion à Genève. De toute façon, si c'était un pays avec beaucoup moins de ressources et beaucoup moins important stratégiquement, on n'en ferait pas tout un plat, enfin, du moins je l'espère. Mais tout ce que ça montre pour l'instant, c'est que les décideurs du Congo ne sont pas les Congolais, du moins pour l'instant. Et je ne vois pas ce qu'il y a, encore une fois, je suis affligée. Oui, et par ailleurs, on voit peu les attentes des Mais les décideurs de l'Afrique ne sont pas les Africains. Je veux dire plus généralement, et vous le disiez aussi avec force et conviction, les décideurs en Afrique ne sont pas africains, malheureusement. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous retrouvons dans des situations comme celle autour de laquelle nous sommes en train d'échanger. Comment aller désigner le candidat d'une opposition dans un pays étranger, qui plus est en Europe, quand on sait l'influence que peut avoir, ou qu'a eu l'Europe, en tout cas, en Afrique, et avec les immenses progrès, je le dis très ironiquement pour ceux qui ne comprendraient pas, que ça a apporté aux populations d'Afrique. Oumar Ba. Oui, moi je connais des Congolais très, très intelligents, des Congolaises d'une grande facture intellectuelle, d'une ingénierie politique et diplomatique pertinente, mais je n'ai pas compris comment est-ce que cette opposition, soi-disant, a pu se faire berner comme ça et donner cette image piteuse et hideuse. Je le dis sans porter de gants, parce que c'est une insulte vis-à-vis d'eux-mêmes, une incongruité politique, une erreur stratégique et une erreur diplomatique fondamentale. Ils seront la risée de l'opinion publique et je crois que là, ils ont ouvert la vanne pour que le candidat du pouvoir puisse rempiler sans grande difficulté. Maintenant, il ne faut pas oublier que lorsque le candidat du pouvoir finira par remporter l'élection, on aura des voix dissonantes sur la scène internationale pour mettre en cause soit tel ou tel autre aspect du processus électoral. Je crois que tout ça n'est pas sérieux. Il faut qu'on laisse les Africains organiser les élections, qu'il y ait une assistance électorale, certes en amont, mais que le processus électoral se fasse entre les acteurs africains, qu'ils se mettent autour de la table, qu'ils négocient sur les grands compromis juridiques, politiques et institutionnels pour qu'on puisse avoir des élections transparentes. Et ce qui voudrait dire aussi que l'opposition doit travailler d'abord la base. Si vous n'avez pas une base légitimatrice, jamais vous ne gagnerez une élection. Il faut avoir la base, il faut avoir un programme, il faut être crédible. Mohamed Amiri, alors Félix Tshisekedi dit maintenir sa candidature et si j'en crois à ce que, en tout cas, cette dernière déclaration enfin en tout cas laisser Martin Fayulu aller à cette élection, ça serait signer sa mort politique. C'est ce qu'il dit. Non, mais c'est assez marrant, ça ne fait qu'un candidat, pardonnez-moi, mais ça ne fait qu'un candidat de plus finalement. Ils seront 22 et que ça le discrédite autant que ça discrédite le candidat Fayulu. Donc là, on revient au point de départ. C'est comme si cette rencontre n'avait pas eu lieu. Non, je pense qu'on est encore plus arriéré, j'allais dire, que le point de départ. On est bien avant le point de départ. Le point de départ était plutôt sain, pour le coup. Mais là, le fait qu'on affiche après une union qu'on a tous perçue comme une union de façade, mais qu'on annonce juste après ça de la division, quasi instantanément, ça discrédite tout le monde. Autant celui qui a été désigné que celui finalement qui se retient. Loza-Selachié, un dernier mot peut-être sur ces dernières déclarations. Eh bien, j'espère que le peuple congolais sera à la hauteur de son nom et qu'on pourra en fait avoir des élections qui les représentent, car sur les 7, je ne vois aucun qui soit réellement dans leur intérêt. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière partie de cette émission. À tout de suite.